Alors bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de Hola mon brave, le podcast qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis toujours Erkep et je suis toujours entouré de Maître Likao. Hola. Anna June Barker. Coucou Erkep. Et Céladon. Salut. Ce mois-ci, on revient sur l'épisode 2 de la saison 1 et ça commence juste après ça. Hola mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Je vais devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à 100 compétence, faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je vais donner la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Quand est-ce qu'on boit? Alors, avant de commencer, je voulais déjà faire quelques petits remerciements. Déjà à Fibre Tigre et Seb de Eldercraft pour leur encouragement et leur bienveillance sur le lancement du podcast. Fibre nous a même annoncé officiellement sur un de ses streams. Ça fait vraiment plaisir. Et aussi un merci tout particulier à Mimi, qui joue dans Game of Roll Mademoiselle, et une grande fan de l'émission, encore plus que nous, je crois, qui s'est montré super enthousiaste à cette idée et n'a pas hésité à nous faire de la pub. En tout cas, avant même que le premier épisode ne sorte, on a eu un soutien assez énorme, et ça fait vraiment plaisir. Et même le retour sur le premier épisode, maintenant qu'on a un peu de recul, vraiment ça a été que du positif, non? Ouais, franchement, moi je suis trop honorée. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter. On a désormais un compte dédié à l'émission. Donc c'est @holamonbrave et vous êtes déjà super nombreux, plus de 200 à nous suivre. Moi, je suis vraiment très contente. Ouais, un grand merci à tout le monde, ça fait super plaisir. J'espère qu'on va continuer comme ça, que ça va continuer à vous plaire en tout cas. Alors, ce mois-ci, l'épisode s'intitule « À travers la plus grande forêt du monde » et a une durée de 2h20 minutes. Dis-moi, Anna June, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? Eh bien, Erkep, j'ai réalisé quelque chose. Game of Roll, c'est vraiment trop bien. Non, oui, voilà. Non, je prends un énorme plaisir à réécouter ce début de l'aventure. C'est magique, voire même touchant, de revoir ce groupe se former, cette synergie qui se met en place. Enfin, c'est un délice. En plus, on a un moment de l'histoire où on rencontre pour la première fois plein de PNJ mythiques. Ici, on quitte Zulia, qu'on reverra plus avant un long moment. On rencontre Moussa, qui est un personnage super attendrissant. C'est un des persos préférés de la commu parce que c'est peut-être le seul mec vraiment sympa qu'ils vont rencontrer de toute la campagne. On croise le père de Gourmandise aussi. Après, objectivement, je l'avais déjà un peu abordé dans l'épisode précédent, mais le début du scénario de Arya, c'est pas forcément ma partie préférée. Pour moi, l'aventure, elle démarre vraiment quand ils entrent dans la forêt de Sauvanie. Et c'est vraiment ça, parce que le temple et tout le lore qu'il y a autour, les araignées géantes, Xa, la marque du dieu ennemi. Pour moi, c'est là que la magie a opéré. Et c'est à ce moment-là que je suis vraiment tombée amoureuse de la franchise. Et donc, j'aime énormément cet épisode pour toute cette partie-là. Et toi, du coup, Maître Likao? Encore plus aimé cet épisode que le premier épisode que j'avais déjà adoré. Cette fois-ci, je crois que la première fois, je l'ai regardé seulement 2 fois. Et ça avait été une grande surprise parce qu'en fait, j'étais persuadée en suivant le premier épisode que ça serait un OS, un one-shot. Et à la fin du premier épisode et donc de découvrir le deuxième, j'étais ravie de découvrir qu'il s'agirait d'une grande campagne, éventuellement en plusieurs saisons, et que ça nous permet de découvrir et de développer cet univers qui est merveilleusement riche et fun. Alors maintenant, à toi Céladon, mais avant de nous donner ton ressenti, on se souvient que le mois dernier, tu avais fait tes prédictions sur la suite des aventures, et pour rappel, ça donnait ça.
Je pense du coup que la première chose qu'on verra, c'est Clodomir qui se réveille de son délire hallucinatoire. Et je pense qu'il va pouvoir expliquer ce qu'est le serment du fleuve des morts. Je pense qu'ils n'exécuteront pas l'ensemble malhonnête formé par Caldera et son club de mercenaires, ni Caldera tout seul en fait, parce que je sais pas, j'ai le sentiment que ce sont des gens bien. Donc je pense qu'ils seront peut-être plutôt cléments. Après, Clodomir, il a l'air d'être quand même un bourreau plutôt créatif. Donc, il y a aussi moyen qu'il trouve une solution solution que personne d'autre n'aurait pu imaginer. C'était un échec. Du coup, J'ai adoré le bourreau créatif. c'est le cas, non? Il a trouvé quand même des idées avant avant de décider de la meilleure manière de tuer ces pauvres gens. Enfin, ces pauvres gens, c'est relatif, mais quand même, de là les tuer, ça me paraissait un peu gros. Mais justement, quand tu l'avais dit dans l'épisode précédent, le fameux bourreau créatif, j'avais trop envie d'exploser de rire parce que c'est vraiment ça. Et la cariolisation, un des premiers mots complètement anachroniques, mais tellement drôle que Daz insère pendant justement ce jugement créatif. Ah, c'est génial. C'est vrai que c'était dur de pas rigoler pour moi aussi le mois dernier, parce que je pense que ce sont des gens bons, déjà. Échec. Bon, et qu'est-ce que t'as pensé de celui-là, du coup? Honnêtement, je l'ai mieux aimé que celui d'avant. Je sais pas trop... Enfin, j'avais bien aimé celui d'avant, mais j'ai plus apprécié celui-ci, je pense, et c'est peut-être parce que du coup j'ai vu le groupe, j'ai vu quelle allait être la dynamique, le fonctionnement, comment ils allaient être entre eux, etc. Et je pense que du coup j'ai peut-être mieux apprécié, parce que la première fois, c'est un petit peu une rencontre, et je pense qu'on apprécie peut-être plus les gens qu'on rencontre une seconde fois, qu'on n'a pas ce devoir de regarder, d'observer pour comprendre comment ça va se passer. Tu intellectualises beaucoup Game of Thrones, ça me fait beaucoup rire, j'adore. Ouais, bientôt je vais vous sortir des références incroyables et des études sur les gens et tout. C'est parce que pour l'instant je suis pas encore très à l'aise. On va créer une nouvelle rubrique. Ah! Et toi, Erkep, qu'as-tu pensé de cet épisode? Ah! Pour moi, cet épisode, c'est carrément dans la lignée du premier. C'est vrai que quand je regarde la série, j'ai du mal à dissocier les deux. Je mélange des fois ce qui se passe dans l'un par rapport à l'autre. Je trouve qu'il y a la même ambiance, l'aventure qui commence direct, sans les intros qui vont devenir de plus en plus longues au fil des saisons, avec des tonnes de cadeaux à gagner, etc. Et ça commence dès le cut, t'as Fibre qui lit son petit papier, sa petite intro, c'est presque scolaire. Et surtout, il contient un de mes moments préférés, savoir le passage devant Anne du Rideau. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, j'y pense encore souvent. Et voilà, c'était mon ressenti sur l'épisode. Ah mais c'est trop drôle parce que moi, je te dis, tout ce passage-là, il m'a presque saoulé limite, tellement c'est une partie de Game of Thrones que j'aime pas trop. Et c'est plus tard, j'en parlerai pendant le fil rouge, il y a un moment où je me suis vraiment dit « Ah waouh, c'est là que l'aventure commence, c'est là que je rentre vraiment dedans, quoi. » Moi, c'est la phrase, pareil, on la verra dans le résumé, mais la phrase « Est-ce que vous trouvez que Garnier a une bonne mémoire ?» Ah oui, ouais. Non, mais à chaque fois, ça me fait... Ouais, c'est et très leur fort. tronche, quoi. C'est vraiment... Un très gros teasing d'Akaba, d'ailleurs. Hein. Winks. Bon, eh bien, si tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, on va passer au résumé de l'épisode. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. Donc, l'épisode commence avec la résolution du cas Caldera. Le débat dure un moment. La solution létale est directement adoptée par tout le groupe, contrairement à ce que pensait Céladon, du coup. Il prévoit de noyer tout le monde. J'adore parce que justement, elle avait dit « Je pense qu'ils vont pas les tuer. » Et puis t'as deux rives « Butons-les »
d'entrée, il hésite pas du tout. Et ça m'éclate toujours au sol parce qu'il dit ça avec sa voix de, tu sais, de politicien charismatique. Tu t'attends toujours à ce qu'ils disent quelque chose qui vient du fond du cœur et puis butons-les. Et puis après, lorsqu'on croit qu'il hésite à tuer 8 personnes parce qu'il dit bon, attendez, parce que je vous rappelle qu'on parle quand même d'une dizaine de vies. On s'attend à ce qui résonne un peu le groupe et il dit faisons les choses bien. D'abord, on les dépouille. Enfin, franchement, Atlan, c'est un des préférés de tout le monde, mais on sait pourquoi. Et moi, je trouve ça bizarre. Je me souvenais plus, mais je sais pas pour vous. Moi, j'ai l'impression que celui qui hésite le plus, c'est Clodomir. Alors qu'on sait que pour la suite, ce sera pas celui qui hésitera le plus. Mais j'ai l'impression que là, au début, il était encore timide sur le meurtre. En fait, Clodomir, on lui a dit tu joues Harry Potter, en fait. On lui a dit t'es un petit magicien timide qui ose pas et tout. Et peut-être qu'il s'est raccroché encore à ce personnage-là dans l'épisode 2 et qu'il l'a laissé tomber par la suite, quoi. Oui, certainement. Et puis il veut carrioliser tout le monde. Le problème, c'est que la carriolisation, ça n'existe pas à Aria, donc les gens ne peuvent pas être jugés ailleurs. En tout cas, on sent que Fibre met les joueurs devant leur choix. Il fait intervenir Julia, qui trouve la mise à mort un peu trop radicale. Il leur rappelle que dans le royaume, si quelqu'un est condamné à mort, c'est par pendaison et pas par noyade. Caldera supplie pour sa vie et promet de revenir hanter Ketra. Sourds à tout argument, ils attachent tout le monde et les poussent dans le parcours. Alors, dernière supplication de Caldera, qui comprend que vous allez vraiment le tuer et il n'en revient pas. Il dit Keitra, vous qui voulez ma mort, je vous avertis, si vous me tuez, mon fantôme viendra vous hanter. Est-ce que tu maintiens ta décision ou pas? Attends, c'est pas comme ma décision là, c'est une décision. Mais il te regarde les yeux dans les yeux, ok? Alors c'est un peu ta décision. Moi. Quoi que c'est? J'ai pas peur des fantômes. Eh ben d'accord, très bien. Alors tu le pousses dans l'eau ou pas? De rage? Non, pas de... Non. Quoi, pas de rage, attends. Non, on les rassemble, on a dit qu'on les rassemblait tous déjà, on les attache. Tu le pousses lui rationnellement, c'est ça? Non, on les rassemble. On les rassemble attachés. Sur le pont fraîchement reconstruit. Voilà. Tout à fait. Très bien. Qui voulait détruire. Et donc, tu le pousses Caldera dans l'eau? Ouais, le premier, ouais. Carrément. Allez. Très bien. Ok, très bien. Donc, Caldera. c'est la noyade de 8 personnes et tout disent Ordo n'est pas quelqu'un de rigolo. Tu le pousses, mais rationnellement, c'est ça? J'adore. C'est ça. Le parcours, c'est aussi un grand fleuve qui n'est pas navigable. Si on porte une armure, ça promet une noyade rapide. On sait qu'il coule jusqu'au rideau, où il est rejoint par son affluent, la Craonne, qui prend sa source à Malbouzon. Et on saura plus tard qu'il poursuit sa course jusqu'à Aria, où il se jette dans la mer de la Morsure, devant l'île des Abandonnés. Tintin. Et dans un autre monde, il y a eu une noyade comme ça, je crois, dans ce même... Oui. C'est le parcours. Oui. En fait, je pensais pas qu'il tuerait tout le monde. Je trouvais ça vraiment gros, parce que c'est comme ils l'ont dit en fait, c'est quand même une dizaine de personnes. Et enfin, dans ma tête, après, je sais pas, je pense qu'on l'a peut-être pas joué pareil aussi, parce que nous on a joué Aria aussi. Mais pour moi, c'était quand même un jeu de rôle qui était bon enfant, plein d'humour et tout. Où tu payes un peu les décisions difficiles et quand tu fais le mal, t'as karma, je pense. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais du coup là, c'était un peu dramatique et hyper définitif comme solution. Mais de toute façon, on va voir que ils vont être remis face à ce choix plusieurs fois. Mais du coup, ils partent chercher leur véritable motivation, à savoir les trésors du manoir Caldera. Après avoir assuré à Julia que tout sera saisi au nom du rideau, ils volent les chevaux, récupèrent un œuf mystérieux que Nicolas identifie comme un œuf d'une très grosse poule, et fiers du travail accompli, ils trinquent à la mort du clan et à leur nouvelle richesse. D'ailleurs, je vous propose de trinquer. Oui, Car c'est trinquons à l'œuf de poule. Trinquons à ce très bel œuf de poule, trinquons Santé. à la réussite et trinquons à la mort de 8 brigands d'une race inconnue. Écoute, on ne les connaissait pas vraiment, moi je suis pas du tout attesté. Voilà, très bien. Nous avons tué, nous n'en réjouissons. Eh oui, comme vous le disiez tout
À l'instant Céladon et Arquep, il faut savoir qu'Aria de Fibre Tigre se base sur un système de karma. Donc en positif, les PJ auront un petit coup de pouce du destin, mais en négatif, comme à présent, ils risquent d'avoir des bricoles qui leur tombent sur le coin du nez. Et ben déjà là, ils n'ont pas vraiment le temps de profiter de cette nouvelle richesse car Zulia vient les chercher. Le chevalier du rideau Garnier les attend au village. Il est venu pacifier le village de Claveau. Mais tout est déjà fait. Du coup, il félicite Clodomir, qui se présente toujours comme Ordo, d'avoir tué les brigands dans la forêt, rendu la justice à Arange et libéré le village de Claveau. J'adore quand Fibre sort comme ça des PNJ qui les confrontent à leurs mensonges. On le verra d'ailleurs plus tard avec Anne du Rideau. Ici, lorsqu'il pousse les joueurs à conscientiser, tu sais, tous les bobards qu'ils ont racontés. Dans le tribunal des dragons, il y a un personnage que je connais bien, qui s'appelle Jacasse, et qui faisait ça, paix en son âme d'ailleurs, qui leur fait dire eux-mêmes leurs propres mensonges, et je trouve que c'est une démarche hyper malicieuse et délicieuse à la fois. Ouais, effectivement, il aime beaucoup jouer avec ça. Puis de toute façon, on voit que ça marche. On voit la tête des joueurs qui change à chaque fois. C'est ça. On dirait des gamins pris sur le fait. Genre la main dans le sac et qui nie encore, quoi. En tout cas, Garnier leur explique qu'ils vont charger toutes les richesses du manoir sur une charrette et les accompagner jusqu'à Rideau, où ils recevront forcément la récompense qu'ils méritent. Ils font passer les chevaux comme leur possession personnelle, ainsi que l'œuf, et partent sur la route accompagnés de Julia. Les prémices de Kétra la looteuse commencent à se faire ressentir quand il s'agit des armes récupérées. Et alors du coup, on a récupéré quoi ? On a récupéré que 2 masses d'armes, un petit peu d'or, un arc, un œuf. Je veux bien l'arc. Une belle bête. Tu veux l'arc aussi, Kétra ? Une tenue. Kétra prend toutes les armes. À ma distance. C'est pas moi qui vais manier l'arme. Prends. Oui, vas-y, prends l'arc. Tu as un arc avec 9 flèches. Pas mal. Elle a un arc et 2 haches, disons, c'est... Ouais, faut s'équiper. La troupe longe le parcours en direction du Rideau. Le voyage dure 2 jours et la première nuit, Clodomir rêve de son maître qui lui dit que son voyage est terminé et qu'il doit rentrer le voir. Et oui, en effet, très jeune, Clodomir a été repéré et recueilli à Malbouzon par une puissante mage de l'Académie d'Aria qui l'a initié alors qu'il n'était pas noble, bravant pour cela beaucoup d'interdits et faisant de Clodomir un mage non affilié. Et la deuxième nuit, Garnier invite l'équipe à manger un faisan royal réservé à la noblesse, tout en répondant à des questions sur le Rideau et en se racontant chacun son tour des histoires. On en parlait au dernier épisode et Atlan essaie d'utiliser sa compétence se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais un beau 90 ne convainc pas Garnier de sa noblesse. Niklas raconte l'histoire de l'alchimiste qui a fusionné sa petite amie et son chien. Et oui, on a tous compris qu'il s'agissait d'une référence à Fullmetal Alchemist et au passage terriblement triste de Nina Alexander. Et comme souvent dans Game of Thrones, ce sont beaucoup de références, que ce soit par le MJ ou les PJ, à la culture geek. On retrouvera d'ailleurs le Mina Alexander, cette fois-ci, plus tard dans La Bonne Auberge, l'actual play de Lucien Mène, tourné aussi chez Gozultine. Ah, mais j'avais pas du tout compris, mais maintenant que tu le dis, c'est évident. Ah, c'est trop drôle. Donc Mina, c'est un des personnages de La Bonne Auberge et elle a un chien qui s'appelle Alexander, c'est ça, hein ? C'est ça. Ah, trop drôle. Ça, je connais pas trop. Mais par contre, ouais, l'histoire dans Fullmetal Alchemist, c'est... Moi, je m'en souviens, quand je l'ai lu la première fois, ça m'a fait bizarre. Mais, c'est vrai qu'elle est souvent ressortie dans ce genre de choses. En tout cas, Kétra raconte le jour où elle a dû combattre et tuer son ami Kiki le tigre. Dont on n'entendra plus jamais parler par la suite. C'est vrai. Et tout de suite, c'est une autre ambiance. Enfin, je sais pas. C'est censé être triste aussi, mais il s'appelle Kiki, quoi. Ouais. En échange, Garnier leur raconte l'histoire d'une de ses missions de jeunesse qui a mal tourné. Ses camarades ont tous été tués par un tas de terre contrôlé par des sorcières d'un village du Coest, alors que lui s'enfuyait. Il était ensuite revenu plus tard au village pour toutes les tuer. Teasing, le point lore sera sur les sorcières du Coest aujourd'hui. Et pendant son histoire, il trace le signe présent sur la tête du golem dans la poussière à ses pieds. Pendant la nuit, Kétra est réveillée par une petite créature de cendre qui s'enfuit quand la gladiatrice essaie de la plaquer au sol.
Et ouais, première occasion manquée, mécanique normale dans tous les JDR, cependant. Mais l'équipe passe à côté de la magie des runes pour une première fois. Et on verra que ça là va les suivre pendant très, très longtemps. C'est bien Ouais. dommage, parce que une magie ouais. bien utile, celle-là. Mhm. Donc le lendemain, ils arrivent à Rideau sous les acclamations des femmes et des enfants pour le chevalier Garnier. Tout le monde n'est pas heureux de les voir cependant. Il y a un certain Shikitsune qui reconnaît Clodomir et l'accuse d'être un sorcier maléfique du village de Malbouzon. Un petit contexte du JDR papier, donc on sait que Clodomir serait le 7e fils du 7e fils, appelé donc à être touché par la magie, qui fait souvent très peur à Arya, et il aurait donc été abandonné il y a une grosse vingtaine d'années à Malbouzon, un village au nord-ouest d'Arya. Un village que l'on peut visiter d'ailleurs dans le prélude de Jour de Peste, un excellent actual play sur la chaîne de la table virtuelle. On dit que La petite pub tranquille, vite fait, bien fait. ça s'est pas vu, si. On dit que s'il était contrarié, jeune Clodomir était capable de déclencher la tempête et même que certains incendies se déclaraient subrepticement et inexplicablement. Oui, le feu, ça a toujours suivi. Mais le 7e fils d'un 7e fils, c'est pas... Il y a quelque chose. Il y a plein de Il y a trucs. une référence là-dedans. Oui, le disque monde et bien d'autres. Et bien d'autres, C'est ouais. bien ça. L'héritier. Donc Clodomir reconnaît avoir habité à Malbouzon, mais assure qu'il n'a pas appris la magie, mais la magistrature. Lui qui joue toujours le rôle de Hordo, il demande à Garnier qu'on fasse enfermer le menteur, et le chevalier promet de s'en occuper. On est d'accord que magistrature, c'est une des meilleures punchlines de Game of Thrones. Ah oui. C'était super. Et puis, il y a plein de jeux de mots là dans cette partie. C'est vraiment pas mal. Non, mais là, c'est pas Oui, c'est là. C'est vrai qu'on voit qu'il. La dynamique commence à vraiment bien se lancer dans celui-là, je trouve. Ouais. Au niveau de tout ça. Là. Donc ils entrent ensuite dans la forteresse du seigneur Han, où ils empêchent un chevalier de décapiter un pauvre chameau qui attend là son maître. En fait, le chevalier, il pense qu'il s'agit d'un démon parce qu'il a jamais vu de chameau de sa vie. Donc ils sont conduits dans la salle d'attente. Ils rencontrent le propriétaire de l'animal, Moussa al-Hadi, un homme fort sympathique à la recherche de la tombe du roi des rois et qui est venu consulter la bibliothèque du Rideau. Il offre 30 grammes de toum à Niklas, un cadeau qui ravit l'alchimiste. Alors, il te donne 30 grammes dans une petite poche de toum, De toum. T-H-O-U-M, une herbe qui, quand on la fume, détend, et qui est l'exportation principale d'Aqaba. D'accord, donc j'ai 30 grammes, c'est l'air d'être de la bonne, c'est ça? Écoutez, passer de bons moments avec, ça me ferait plaisir. Voilà. Et sachez que vous pourrez en acheter dans mon pays. Et l'entretien s'arrête, sauf si tu as une question. Cette première dose est gratuite, c'est ça? Toujours la première. Toujours la première dose, toujours gratuite. L'herbe préférée de Seiden, C'est ça. jouée par Céladon sur la table virtuelle. La première dose est toujours gratuite. Moi aussi, j'ai failli le dire. Donc Moussa est ensuite appelé devant le seigneur Han, mais il est presque aussitôt expulsé, et la compagnie est appelée à son tour. Je voudrais quand même revenir sur cette partie avec Moussa, parce qu'elle me retourne toujours le cerveau quand j'ai réécouté les épisodes pour la première fois. Ils en étaient à peu près IRL au sultanat d'Aqaba. J'ai été super frappée sur le fait que Moussa, en fait, il leur dit déjà tout. Hein, il dit « Je cherche une tombe, bim, laissez-la. Pour trouver le roi des rois, il y a un objet mythique qui se trouve dedans, qui est sur vos pièces de monnaie. » Enfin, je trouve ça fou quand tu réécoutes après, quand tu sais le lore a posteriori et que tu réécoutes ça. En fait, à ce moment de l'histoire, il leur sert déjà tout sur un plateau d'argent, mais ils n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit. Je trouve ça génial. Ouais, une masterclass. Ouais, c'est vrai que quand tu... De toute façon, regarder en ayant déjà toute l'histoire, c'est pas la même expérience. Tu vois tous les petits indices qui ont été laissés depuis le début. Mais je pensais que c'était beaucoup plus subtil et que ça se faisait vraiment petit à petit. Et là, j'ai l'impression qu'il balance vraiment toutes les infos. Moussa, c'est dingue. Oui. Alors, le seigneur du Rideau les invite à s'asseoir à sa table, où est servi un véritable festin, pendant que Garnier lui fait son rapport. Han s'étonne qu'ils aient libéré Jotun.
Il est un peu contrarié, mais le chevalier continue son rapport élogieux des activités du seigneur Ordo. Pleine de confiance, l'équipe en fait des caisses, mais l'ambiance va radicalement changer. Est-ce que vous diriez que le chevalier Garnier a une bonne mémoire? Il a l'air d'avoir une bonne mémoire. Est-ce qu'il aurait oublié quelque chose d'important? Il me semble pas. Donc vous diriez qu'il a une bonne mémoire, c'est ça? Ouais. Donc, Garnier, puisqu'on a statué que vous aviez une bonne mémoire, il y a un truc qui me pose problème, c'est qu'il y a 15 jours, j'avais Ordo qui était juste là, et donc là, il y a Ordo qui est là, et c'est pas du tout la même tête. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est pas le même? Et là, Garnier dit, je suis désolé, mais je pense que cette personne est un imposteur. C'est génial. Alors voilà, c'est moi personnellement, ce passage-là, les plans sur les têtes des joueurs à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Un de mes moments préférés, toutes saisons confondues. On pourrait faire un arrêt sur image et en faire le célèbre mème. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ils comprennent, parce qu'ils comprennent que le seigneur Anne, il connaît personnellement Ordo, et du coup, Clodomir essaye de se justifier comme il peut, mais les preuves sont accablantes, et il finit par raconter une partie de la vérité, mais il nie toujours sa qualité de mage. Ah ouais, à ce moment de la campagne, Clodomir reste encore très prudent car il a le secret espoir d'être affilié et d'être régularisé en tant que mage à l'Académie d'Aria. D'ailleurs, Garnier prend leur défense, même s'il comprend pas vraiment les agissements de la bande. Mais c'est vrai que si on se met de son point de vue, on se demande, oui, pourquoi ils ont agi comme ça. Et Anne consent à ne pas les pendre, mais à leur demander un service sous peine de mort. Et c'est comme ça que s'achève aussi le livre des petites magies dont nous avions parlé la dernière fois. Anne utilise l'attachement du héros anonyme pour Julia en l'accusant de connivence et de la pendre, chose qu'il n'aurait jamais faite bien sûr. Et ici on notera que Julia ne prend pas spécialement le parti des aventuriers. Non, pas spécialement. Non mais j'avoue que parfois je comprends pourquoi le groupe de la table virtuelle n'aimait pas Zulia. Parce que elle est 100% droite et peut-être pas très loyale. Oui, bah, elle a ses raisons. Ouais. Puis elle les connaît pas plus que ça, en vrai. Ouais, j'ai trouvé qu'elle était très... J'ai pas osé mettre de notes à cet endroit, hein, désolée, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment très opportuniste. Elle les a suivis et au final, enfin, je veux dire, elle a pas démenti quand Garnier a dit vous faites partie du groupe et qu'il a été un peu élogieux aussi avec elle, je crois, à un moment, enfin, je sais plus, mais en tout cas, elle s'est servie d'eux pour arriver là et en vrai, elle les tacle aussi, quoi. Et Julia est aussi l'incarnation du karma. Les PJ sont en karma négatif et du coup, Julia reste neutre. Ah ouais? Ils auraient été en karma positif, elle se serait déclarée pour eux. Ah, ok, je savais pas. C'est vraiment comme ça? Oui, oui. Ah, c'est C'est incroyable. une des mécaniques du jeu. Pas mal. En tout cas, Garnier leur explique qu'ils doivent aller à Aria et se faire passer pour les restes décimés de la troupe du Rideau que Anne aurait dû envoyer pour la croisade du prince Estienne. Le seigneur estime cette croisade inutile et préfère garder ses troupes pour défendre ses frontières des Osmanliens. Il promet aux PJ qu'ils ne seront de toute façon pas engagés, vu que leur manque de martialité flagrante. Il leur donne un dernier conseil. Ils vont traverser la forêt de Sauvagny, très dangereuse, et surtout, ils ne doivent jamais aller à gauche. On sait déjà ce qui va se passer, mais bon. Ils font leurs adieux à Julia, et avant de partir, ils passent boire un coup à la taverne du Faisan Doré, où leur patron va leur confier la quête d'une vie. On aura l'occasion d'y revenir, mais il va leur falloir amener un petit paquet d'épices à sa fille, Gourmandise, cuisinière à Aria. Ma fille, elle vit à Aria, j'ai besoin que vous lui transportez un petit colis. Et si vous l'apportez, elle vous donne un petit sou. Petit Tout petit, il est là. Il le sort et c'est vraiment un petit colis qui est comme ça. Il est blanc, il est enveloppé. Mon Qu'est-ce qu'il y a cher dans ce colis? Orilam, que Oui. contient ce colis? Nous ne transportons pas des choses... Alors, comme vous pouvez le voir, je suis aubergiste. Oui. Et ce sont des petites épices pour ma fille qui Des s'appelle épices. Gourmandise. Tout à fait. Des épices. Ça s'appelle comment ça fait? Gourmandise. Et elle bien. vit à Aria. Gourmandise. Ah là là, je dois avouer que j'ai toujours un petit pincement au cœur quand j'entends ce moment. C'est presque émouvant de réécouter comme ça le lancement de la quête de Gourmandise. J'ai une petite question à propos de cette
première partie de l'épisode. C'est plus concernant le chevalier Garnier, parce que je me rappelle pas du tout. Alors j'ai écouté, j'étais pas, enfin pour remettre un peu, pour recontextualiser pour nos chers auditeurs, j'ai joué le rôle de Seiden avec la table virtuelle, mais j'ai pas fait le début de partie de la campagne d'Aria. J'ai pas fait le début de campagne. Et moi j'ai rencontré le chevalier Garnier pour la première fois au moment où Kairis, notre, je crois que c'est notre Clodomir à nous, retournait voir son maître pour l'entretien de clôture de sa formation de magie. Et j'avais vraiment du mal à le situer. Et j'ai pas du tout le souvenir de cette rencontre avec Anne du Rideau et la mission qui est confiée au groupe comme ça, avec le fait de traverser la forêt, de surtout pas aller à gauche et tout ça. Ouais, si, oui. C'est pour ça qu'ils vont à Aria, d'ailleurs. Et nous, ça s'est mal passé avec Garnier. Ils lui ont voulu et ils ont passé une nuit au cachot. Ah, ok, je me souvenais pas. Ils ont eu l'entretien comme ça avec le Seigneur du Rideau. Et oui, j'ai repris la phrase de Fibre, vu qu'elle m'a marqué. J'ai repris exactement la même chose. Est-ce que vous trouvez que Garnier a une bonne mémoire et tout ça? Je leur ai fait pareil. D'accord. Et enfin, désolé, hein, mais Silariel, il avait pas vu le début d'Aria? Je sais pas. Je crois pas. Ok, il me semblait qu'il avait commencé à regarder, ou je sais plus, mais ok. Bah merci, désolé pour l'interruption du podcast. Mais c'est pas grave, ça fait de la pub. Il y a toute une campagne à voir sur la table virtuelle. Et ce passage est hilarant hein, aussi. Moi, j'avais beaucoup aimé comment tu les avais envoyés en geôle et comment 19, elle avait rencontré le père de gourmandise, avait passé une excellente nuit au rideau. C'est très cool. Bah oui, faut pas s'en prendre à un chevalier du rideau. Donc en tout cas, pour en revenir à la compagnie Créance, Atlan repère les traces du chameau de Moussa, qui semble avoir pris la route d'Aria. Et après l'achat très mal négocié d'un pack d'aventuriers et un partage d'équipements donnant lieu à un petit débat sur la possession de l'œuf. Ouais, c'est assez amusant. Ils sont très très à cheval sur qui a quoi. J'ai trouvé ça au final assez caractéristique. Je sais pas si ça se passe comme ça sur toutes les tables, mais je crois que sur Aria, on n'est pas trop partageurs les joueurs. Mais surtout qu'on verra très vite qu'ils notent n'importe quoi, n'importe comment dans leurs inventaires. Les viewers, au début, on était tous en PLS. Et puis, c'est devenu une des nombreuses marques de fabrique du fun de l'émission. Et on a laissé tomber et on a kiffé ces moments-là. Ah oui. Entre les inventaires et les quêtes, etc., les viewers, ils ont souvent été en PLS en les voyant. Mais bon. C'est toujours plus facile quand on regarde que quand on joue, il paraît. Ah ouais, clairement. Bah, ils finissent par quitter Rideau. Au passage, ils déjouent facilement la tentative d'assassinat de Clodomir par Shikitsune, qui finit lui aussi dans le parcours. Niklas trouve du Merilia, la pente de base des potions de soins, et ils entrent dans la forêt. Ouais, la base de Fibre a mis la Merilia ici pour que Niklas puisse faire une potion de soin. Et on verra qu'elle ne sera jamais ni utilisée, ni même créée, au grand désespoir de Keitra, parce que Ingramus et Hallucinatrunk, ils nous. Pourquoi soigner les gens? Bah oui, quelle idée. Donc dans la forêt, au premier croisement, ils décident sagement de ne pas tourner à gauche et de suivre les traces du chameau de Moussa, repéré grâce au premier 01 d'émission, un jet de perception de Clodomir. J'adore parce que donc ils hésitent évidemment, même si on leur a dit n'allez pas à gauche, ils hésitent quand même parce que en JDR un PJ c'est comme un enfant de 5 ans, hein. Tu lui dis ne faites pas ça et évidemment du coup ils ont absolument tous envie de faire ça et enfin bon ça se passe juste après mais un vieux proverbe dit que vie tranquille n'apporte point la richesse de Atlan, c'est mythique, ça me tue de rire à chaque fois. Et en plus, il y a un rire, un fou rire même de Fibre à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'il réalise avec cette phrase à quel point il a un joueur en or en la personne de Rive. J'ai adoré ce passage. À ce moment, le groupe se cimente totalement pour le meilleur et surtout pour le pire. Ouais, c'est sûr. Mais arrivé, en tout cas, au deuxième croisement, l'effet du 01 est toujours présent. Et en plus de trouver une mousse noire pour Niklas, les traces de Moussa partent vers la gauche.
et s'enfonce dans la sombre forêt. Et là, cette fois, il décide d'aller le sauver, malgré les protestations de Ketra. Attendez. Bah, tu refuses d'être devant, on est d'accord. C'est sympa pour la gladiatrice, mais ok, moi j'ouvre la marche, ça me dérange pas parce que. Tu refuses d'être devant Pour moi, je suis pas d'accord avec ce plan-là. Donc, D'accord. Ketra, des richesses. Mais Ketra, Quelqu'un- il faut aider les gens. oui, Quelqu'un c'est de vrai notre qu'il faut pays, les. en plus, C'est comme si Ketra. t'avais un problème avec Akaba. Ouais, petit coup de pression des joueurs sur Ketra qui en prendra de nombreux jusqu'à son émancipation totale par la suite, surtout quand les joueurs réaliseront que sans elle, ils sont incapables de même commencer un début de plan. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et on va voir que elle va prendre un coup de pression à un moment. Il restera pendant longtemps comme un de ses plus grands regrets. Ouais. Et après, elle se Ouais. laissera plus faire. Donc la nuit tombe. La visibilité est réduite presque à néant quand il tombe sur les murs d'un monastère à moitié écroulé. Il décide d'y passer la nuit. Et Clodomir enchaîne un 0,5 à son 0,1 pour trouver une porte dérobée. Et on retrouvera ce monastère du roi des dieux dans le one-shot d'Halloween, où l'on comprend que ce temple a été désacralisé par les agents de l'ennemi. À l'intérieur, une cour centrale abrite la statue d'un homme décapité avec une amulette à ses pieds, un disque affublé d'une croix. Niklas le ramasse et une douleur insupportable lui parcourt la main. Une croix y est maintenant gravée et il perd un point de vie définitivement. Après hésitation, il récupère l'amulette avec une pelle. Je sais pas trop si vous avez le même ressenti que moi, mais quand je repense à la campagne dans sa globalité, moi j'ai toujours estimé que c'est à ce moment-là que le lore vraiment commence, que la campagne commence. Parce qu'ils ne savent pas encore, hein, mais c'est la première confrontation réelle avec le dieu ennemi, la première manifestation aussi de sa malveillance, et la première confrontation avec une statue du dieu exilé. Donc pour moi, c'est vraiment un moment charnière du lore. Ah, c'est serious business, là. Ouais, mais c'est vrai qu'après, il y avait déjà eu un peu de lore avec Moussa. Mais là, oui, c'est vrai qu'ils entrent dans le vif du sujet. Et quand je repense à la campagne, je dis toujours ce moment où il a la marque du dieu ennemi sur la main. C'est vraiment le moment où je me dis waouh, c'est là que l'histoire commence pour moi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. En tout cas, il visite les restes du monastère. Il y a 8 petites cellules de moines, une cuisine et 2 chapelles. Dans la cuisine, il dérange un cercle de sel au sol et trouve une bouteille pleine d'un liquide non identifié, qu'ils empochent également. À l'extérieur, des tapotements se font entendre. Ils continuent prudemment leur exploration par les chapelles et arrivent dans la chapelle des disparus. C'est une chapelle, et c'est très rare, on n'en fait plus, dédiée aux disparus. La légende dit que si tu pries, Ina, à cet endroit, et que tu penses à quelqu'un pour lequel tu as de la bienveillance, que tu ne sais pas où il est et que tu t'inquiètes pour cette personne. Shikitsune, par exemple. Comme Cosmoflash. Cosmoflash, je ne sais pas, qui vous voulez. Eh bien, vous avez une vision de lui et ça peut peut-être lui porter bonheur aussi. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il y a un petit passage où ils font plus ou moins un plan. Je sais pas si c'est vraiment à ce moment-là, mais en tout cas, ils comparent leurs capacités en perception. C'est un peu à coup de je suis moyen discret et genre moyen, trois quarts discret. J'ai trouvé ça vraiment attendrissant. C'était très mignon. Et franchement, je l'ai repassé plusieurs fois parce que ça me faisait rire, mais pas je me moquais pas. C'était vraiment trop cool. Et alors il y a plein de petits passages comme ça que je trouve vraiment ça a pas de prix quoi. C'est des détails. Bon, j'ai conscience qu'on peut pas tout répéter ici parce que plusieurs fois en préparant le déroulé de l'émission et tout ça, je me suis dit j'ai trop envie de dire ça et tout et ce serait trop, je pense, mais et puis ça enlèverait le charme de vraiment regarder l'épisode parce que c'est ça qui fait tout quoi. Mais j'aime vraiment trop et je trouve que c'est dans ce genre de petits détails qu'on retrouve lors du jeu de rôle. Ça fait naître une vraie complicité entre les joueurs et c'est ce qu'il y a de meilleur, je trouve. Ouais, complètement d'accord. Oui, c'est un bon moyen de savoir qui doit faire léger. Quand notre MJ nous dit pas de HRP,
Ça dit, d'accord. Êtes-vous à moitié discret oui. Atlan prie pour son majordome, mais aucune vision ne lui vient. C'est un peu inquiétant. Nicolas prie pour son professeur, mais la douleur de sa main revient et il perd encore un point de vie, enfin pas définitif cette fois. Kétra prie pour Kaina et la voit sur une île quelque part. Et Clodomir prie pour son maître qui vit sa vie tranquillement dans sa chaumière à Vandermeer. Les tapotements se manifestent à nouveau, mais ils ne voient toujours rien. Ils entrent donc dans l'autre chapelle et découvrent une décoration représentant un homme assis sur un trône et un dieu au visage effacé qui lui donne une couronne, un orbe et un sceptre qui intéresse Nicolas au plus haut point. Il pense que c'est le même sceptre qu'on l'a envoyé chercher. Ouais, je dois avouer qu'en tant que nerd de Game of Thrones, ça fait toujours un petit quelque chose. Ce moment où il parle pour la première fois de la couronne, de l'orbe, du sceptre. D'ailleurs, moi j'ai dit un orbe. J'ai toujours cru qu'on disait une orbe. Comment on dit? Vous savez, vous? Très bonne question. D'accord, il n'y a pas que moi. Alors, orbe sur Google. Non masculin, donc un orbe. Voilà. C'est pour ça, mais ça me fait toujours bizarre quand je le dis, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il trouve aussi un tabernacle fermé par un code à 8 chiffres, ainsi qu'une statue où un texte est gravé. Je vais lire ce qui est écrit. De son royaume céleste vint le roi des dieux, et il donna 3 miracles aux hommes, la couronne, l'orbe et le sceptre. Si les 3 miracles étaient possédés par le même élu, alors celui-ci devenait le roi des rois, seul capable de régner avec sagesse sur l'entièreté du monde. Et donc ce texte, encore une fois, il dévoile une grande partie du lore. Et c'est aussi une énigme pour ouvrir le tabernacle, mais il ne voit pas tout de suite. Il pense d'abord que les 8 chambres contiennent les indices pour les 8 chiffres, ce qui serait pas bête en vrai, d'après moi. Mais ils finissent par se réintéresser au texte pendant qu'une araignée géante débarque dans la cour et s'approche d'eux. Kétra décoche une flèche, ce qui ouvre les hostilités. Et Clodomir utilise sa magie. Il tire un 8 de cœur pour encourager ses compagnons, mais surtout un roi de cœur. Et là, on voit qu'ils sont encore au début de la campagne, car non seulement le mage n'hésite pas à tirer plusieurs cartes à la suite, mais vraiment, il en tire beaucoup. Et en plus, il balance l'une des cartes les plus puissantes de son deck sans regret. Kétra, elle tente son coup spécial. Elle a 60% de lancer 3 fois CH de combat. Je vais laisser Anna June calculer les dégâts max qui sont potentiellement dévastateurs. Bah écoute, on est sur 3 fois 1d6 plus 1, donc avec un maximum de 21 dégâts, ce qui est pas dégueu. Oui, c'est pas mal. Surtout qu'en ayant le livre, je pense que il n'y a pas grand monde qui résiste dans le monde d'Aria. Non. Mais malheureusement, elle plante ses haches dans un morceau de bois. On peut pas dire qu'elle soit très en veine dans ce début de campagne avec ses haches. Atlan, lui, rate lamentablement son attaque aussi. Ça sera plutôt une constante pour lui. Mais on a plutôt affaire à une bande de bras cassés. Mais heureusement, Nicolas l'alchimiste sort pour la première fois le feu puissant d'Ingramus le sage, et l'araignée périt dans les flammes. Le premier Ingramus, c'est aussi un grand moment. Puis là, c'est là où moi aussi où je me suis rendu compte que moi, si j'avais joué Aria, j'aurais voulu jouer un alchimiste. D'ailleurs, c'est ce que j'ai joué une fois à la DRT. Mais c'est vraiment... à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, les alchimistes, c'est plutôt cool, en fait. Et bien moi, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'est plus tard, mais je le dirai. Du coup, ils lootent le corps de toutes les façons possibles. Ils vont même très loin. Et à un moment, il y a Philippe qui dit « Non, mais c'est bon, vous prenez, arrêtez. » Ils veulent prendre les yeux, les pattes, les intestins, enfin tout. Et ils finissent par repartir à l'énigme. Mais avant, ils prient Moussa dans la petite chapelle. Nicolas repère un point de vie. J'ai l'impression qu'il comprend pas. Et Kétra finit par le voir caché quelque part dans la forêt, entouré d'araignées géantes. J'ai bien aimé le passage du combat de l'araignée. Et juste avant le combat, ils ont des réactions un peu normales face à une grosse araignée. Genre, ça m'arrive de penser comme Clodomir, mais dans la vraie vie, l'araignée est pacifiste pour l'instant, pour le citer. Hein. Et, quand t'es devant des araignées géantes de grosses araignées, mais pas, je pense, le même gabarit.
Et Atlan répond à ce moment-là, mais elle est là quand même. Et en fait, le simple fait qu'elle existe dans le périmètre de sécurité qu'une araignée ne doit pas dépasser, c'est une menace. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment une bonne solution d'attaquer l'araignée? Est-ce que ça risque pas d'être pire si elle s'échappe et qu'on la voit plus ou qu'elle nous attaque en retour? Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Elle attaque en retour et Clodomir dit voilà, c'est exactement ça qu'il fallait éviter. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. C'était très sympa. Oui, ils ont bien compris la philosophie d'Arya, combattre le moins possible et filouter un maximum. D'ailleurs, la campagne, oui, elle peut, d'après Fibre, être entièrement faite sans tuer un seul PNJ, mais en utilisant uniquement les solutions dites Mais créatives. d'ailleurs, mini spoil pour Céladon, beaucoup plus tard dans la campagne, ils vont rencontrer une nouvelle araignée et ils vont essayer de pas la tuer. Mais ça va pas bien se passer. Bref, voilà. Alors, ils galèrent encore sur la serrure pendant un moment, et ils finissent par trouver 8 chiffres dans le texte de façon pas du tout capillotractée. Les chiffres cachés. Déjà, ça commence par regardé 2. les vitraux 2. Ah, regarde. 2, son royaume céleste. Ok. 20, le roi des dieux. 20. Ah. 2, 2, 0. C'est pas mal ça. 2, 20, vous êtes fort, vous Exactement. savez Trois. Tente. Il donne à 3 Il donne miracles. à Donc 3 3, ouais. Après Donc on est à 2, 2, 0, 3. 2, 2, 0, 3. Ouais. Ensuite. la couronne, l'orbe et le sceptre. Non. Si les 3 Si. miracles. Si. Donc 6. 6. Ouais. T'es sûr On est là. Hein. Attendez, on va voir. Si On est les là. 3, Mets-le entre donc parenthèses le 6. 6, 3. Ouais. Miracle était possédé par le même élu. Le même élu. Est-ce qu'on se partirait sur 1? Parce que là, après, je crois qu'il n'y a plus de chiffres. Alors en fait. celui-ci devenait le roi des rois, seul capable de régner avec sagesse sur 1, l'entièreté. 2, 3, 4, 5, terre, 6. 3. Non, là, partez trop loin, Clodomir. Mais quand ils proposent la solution à Fibre, celui-ci leur dit qu'en fait, il n'y en avait que 7 dans la combinaison. Mais donc, excusez-moi MJ, vous avez complètement piffé les 8, parce que nous on a cherché des 8 partout. Oui, ok, c'était un 7, je suis désolé. Allez. On l'avait pas vu. Il n'y a pas de MJ, il n'y a que des voix dans ta tête, Claude. En tout cas, dans le coffre, il y a une énorme pièce d'or de l'ancienne Osmanli, un livre et un poignard gravé du mot expéditif qui part à l'armurerie Ketra. Encore un objet légendaire que les créances vont utiliser avec sagesse. Spoiler, pas du tout. Et que l'on retrouvera très logiquement dans la saison 1 de la Valkyrie Noire des Mademoiselles. Au moins, maintenant, il est dans des mains dignes. Et il part qu'une certaine comtesse, la June Barker, en aurait un C'est vrai. actuellement. Toutes ces aventures ont pris toute la nuit, et après une petite sieste aidée par une petite prise de toum, ils repartent s'enfoncer dans la forêt à la recherche de Moussa, que Ketra voit marcher sur un chemin grâce à une petite prière. Et la micro-sieste power nap avec le petit pétoum, on se met bien, ça m'a toujours fait rire. Ils finissent donc par rencontrer une vieille femme qui se présente sous le nom de Xa, qui dégage une forte odeur d'herbe coupée. Une voix dans la tête de Niklas lui intime de la tuer. Xa leur propose de les aider à sortir de la forêt grâce à ses pouvoirs de sorcière, juste contre un petit service. Elle affirme avoir rencontré Moussa et l'avoir accompagné à l'orée du bois. J'ai été super étonnée d'entendre que la marque de l'ennemi, tu sais, l'ennemi parle dans la tête de Niklas et lui demande de tuer Xa, ce qui est pas très logique vu qu'elle est censée servir le dieu ennemi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais c'est pareil, je me suis toujours posé la question. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question et Fibre a carrément répondu sur son Discord à cette question-là et il dit que l'ennemi aime juste semer le fameux chaos. Ok. Tout simplement. Ouais, j'ai fini par l'accepter comme ça parce que sinon je voyais pas trop. Ouais, parce qu'en plus elle récupère la flèche pour forger l'épée de l'exil, donc enfin bon, s'il aime le chaos, hein, on peut pas lui en vouloir. Après, on peut peut-être dire qu'il voulait faire tuer Niklas parce qu'il savait très bien qu'il avait aucune chance. Je préfère cette version. Oui. Bah, c'est possible qu'il ait rajouté ça, je me rappelle plus exactement les termes, mais à ce stade de l'aventure, face à Xa, ils ont genre une chance sur 100 et encore. Et Xa, elle risque pas grand-chose. Elle leur explique son histoire et le service qu'elle leur demande. J'ai eu un petit souci dans ma jeunesse et j'ai fait un pacte, avec un démon.
Je vous le dis, toute Ça arrive à tout transparence. le monde. Ouais. Quelle est une sorcière? Je ne veux pas rentrer dans les détails. À rentrer dans les détails, ça nous intéresse les Sachez que détails. simplement, j'ai juste un dernier objet à récupérer. quel Et est-il il se trouve que sous cet arbre se trouve la tombe d'un roi ancien. D'accord? Et M'intéresse. il y a une flèche qui l'a transpercée. Et j'ai juste besoin de cette flèche. Mais comme c'est une tombe de roi ancien et que vous êtes des aventuriers peut-être en quête de richesse, il y a peut-être d'autres choses dans cette tombe qui vont... Bien sûr, on saura plus tard que tout ça n'est que mensonge. Mais pour l'instant, l'équipe se méfie pas. Et ils finissent par accéder à sa demande à cause de leur avidité pour les trésors, bien sûr. Pour y accéder à cette tombe, il faut s'enfoncer sous un arbre sans torche et sans faire de bruit, à cause des insectes qui l'habitent. De justesse, Ketra se souvient que Nicolas possède une pierre verte qui luit faiblement. Ouais, en fait, c'est Atlan qui la possède, mais ce n'est que le début des imbroglios hilarants issus des prises de notes chaotiques que tout bon PJ qui se respecte dans le JDR a, et nos aventuriers ici en particulier. Sinon, j'ai- en fait, ah c'est terrible, ça me le fait à chaque fois. Je suis vraiment désolée, mais je rigole beaucoup dans Game of Thrones, c'est sûr. Il y a un moment, Nicolas il dit, et il y a une petite thématique vieille femme qui pue quand même dans cette aventure. Et ça m'éclate au sol à chaque fois. C'est marrant parce que c'est même écrit dans les notes que le rire est écrit dans les notes. Oui, parce qu'en fait, j'ai essayé de le noter en gardant mon sérieux impossible. Il y a une petite thématique, il y a une vieille femme qui pue quand même dans cette aventure. Oh, pardon, mais c'est incroyable. Je me rappelle vraiment la première fois que j'ai vu cet épisode de Game of Thrones, j'ai dû faire pause tellement je pleurais de rire. Et je pense aussi que si ça me fait autant rire, c'est que je me souviens du fou rire que j'ai eu à la première écoute. Et voilà, pardon. Pouh. Non, mais il n'y a pas de souci. J'essaierai de retrouver l'extrait pour le caler, là. Comme ça, ceux qui écoutent sauront ce qui te fait rire. Parce que j'ai une odeur très forte. Ah oui, et les d'accord. insectes sont sensibles à Et l'odeur. vous pouvez pas vous laver? Non. Parce qu'il y a une petite thématique vieille femme qui pue, quand même, dans cette aventure. Hein. Je tiens à vous dire que... Un parfum, quelque chose? Ah non, Il y a elles pas sont de terme, elles sont il y a pas, pas elles sont de- pas mauvaises, elles sont Ouais, très elles sont bonnes, l'herbe. mais elles sont fortes. Ok. Oui. Thématique vieille femme qui... Je m'arrête. De toute façon, ils ont tous des punchlines comme ça, à un moment ou à un autre. Ils sont vraiment très bons. C'est clair. Donc, après de longues tergiversations, je devrais arrêter d'essayer d'utiliser des mots comme ça pour un podcast. Tu te fais parce du que mal, je RK. galère. C'est vrai. Nicolas et Ketra s'enfoncent sous l'arbre et tombent sur une porte de métal fermée, sans serrure, et munie d'un symbole qui ne dit rien à personne. Nicolas se souvient enfin de ses possessions. C'est une porte en D'accord. Il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Il n'y a pas de poignée. A priori, c'est comme une plaque de métal qu'on a mis pour sceller l'endroit. Il faut On aurait jouer... peut-être dû utiliser de magie un peu là. Faut peut-être utiliser de la magie. Parce que là, en gros, il ne faut pas qu'on fasse de bruit de toute façon, Ouais. donc on va pas y aller avec la force. Non. Moi, j'ai aucune potion. Ah, À moins que... à moins que... J'ai peut-être une potion qui pourrait le faire. C'est quoi? Je possède une potion. Et j'en suis pas Il a une fier. potion d'ouverture de porte. C'est vrai? Non, cette potion s'appelle le passe-muraille de Karlov. Ce n'est pas une potion de passe-muraille, mais on pourrait s'en servir parce que Ah bah carrément. cette potion permet de tout dissoudre, sauf le verre. C'est pour ça qu'elle est Bah, dans un c'est flacon parfait. de verre. Faut l'utiliser, c'est parfait. Et effectivement, le passe-muraille de Karloff permet de dissoudre silencieusement la porte. Mais toi, c'était avec l'Ingramus, et moi, c'est avec le passe-muraille de Karloff que je me suis dit, c'est quand même trop bien l'alchimie. Il récupère la flèche plantée dans le cadavre du sarcophage, ainsi que divers loots que Ketra insiste pour remonter. Xa est excité par la vue de la flèche, du coup ils hésitent à lui donner. Mais ils analysent le reste de qu'ils ont remonté, et ça dépasse les connaissances de Clodomir. Il s'agit certainement de la tombe d'un ancien roi Noc ou Mon, des ethnies mystérieuses dont nous reparlerons plus tard. Ouais, moi, dans ma campagne, une joueuse, elle a gardé la couronne pendant très longtemps, et elle me la ressortait de temps en temps en disant ça doit être la couronne du roi des rois. Non, toujours pas.
Et cette couronne a beaucoup intrigué. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de détails dans le livre non plus, en fait. Non. Je pense qu'il faudra attendre la saison 5, 6 et 7 pour en apprendre beaucoup plus sur les Nocs et les Mon. Oui. Du coup, ils finissent par donner la flèche à Xa, qui utilise sa magie de traverser des forêts pour les conduire à la sortie, et disparaît. Clodomir échoue à apprendre ce sort. Incroyable, les joueurs pensent encore à ce stade de l'aventure à utiliser l'ensemble de leurs compétences. Ouais. Hihihi, comme dirait Xa. Mais ça va pas durer. Non. Ils continuent leur chemin, quand sur le bas-côté de la route, ils repèrent quelque chose. Tu fais quoi? Discrétion? Ouais, discrétion. Je m'approche discrètement grâce à mes superbes capacités de noble. Et c'est bon. Ah oui, le premier j'ai réussi d'Atlan ce soir. Il réussit parfaitement. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutrés. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non Parce que c'est la fin de l'année. Et c'est ainsi donc que se termine ce 2e épisode. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire, maintenant que le résumé est terminé? Je voudrais juste dire que j'aime beaucoup Xa, c'est un de mes personnages préférés. Et avant que j'ose me lancer dans l'aventure MJ, parce que je masterise beaucoup de parties d'Aria en vrai, eh bien, j'ai été co-MJ, c'est-à-dire que j'osais pas encore vraiment faire MJ, mais j'incarnais des PNJ de temps en temps dans la campagne Aria. Et le premier PNJ que j'ai incarné, c'est Xa. Et donc vraiment, je suis très attachée à elle. Et je trouve que c'est un personnage hyper mystérieux et très intéressant. Elle est très très classe. Moi, j'aime beaucoup le visuel que tu as mis, Erkep, sur la table virtuelle de Xa. Elle est très charismatique. Eh bien, si tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire, on va passer au point lore de Maître Likao. Et selon mes notes sérieuses, vous aviez, regardez, l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort, pardon, excusez-moi. Il est mort. Donc, le point lore aujourd'hui, ce sera les sorcières du Coest. Je vous l'avais teasé. Donc, installées essentiellement dans la mer des montagnes du Coest, au septentrion d'Aria. Il y a une petite carte sur le podcast pour ceux qui regardent sur YouTube. Ces sorcières du quotidien faisaient partie au départ d'un cercle mixte de druides. Il y a environ 1 millier d'années, un schisme s'opéra entre les druides et les sorcières. La cause, la découverte de la toile du destin ou l'emprisonnement de la déesse araignée Utu par Ina dans les monts du Gonen. Difficile à dire. En parallèle, à l'Académie des mages d'Aria, on réfutait de plus en plus la magie de la mort de l'araignée, autant que les petites magies du quotidien. Donc, des magiciennes pratiquantes furent exclues, bafouées et même parfois pourchassées, et elles se réfugièrent auprès de leurs consoeurs du Coest. Depuis, toutes, elles se cachent des hommes, elles s'en méfient, voire les tuent sans autre forme de procès. Donc, elles se cachent du Coest au désert de Biga, en passant par la forêt de Sauvanie, comme on l'a vu aujourd'hui, et elles sont présentes aussi à Esperanza et à Kaba. Xa, c'est la plus célèbre d'entre elles. Dans le livre des petites magies, elle est sauvée par le héros anonyme, alors qu'elle était condamnée pour sorcellerie par les mêmes villageois qu'elle avait aidés et sauvés. Elle sera pourtant la seule à partager avec le héros son savoir. La magie des simples, ancêtre des potions alchimiques de Kniga, la magie des signes et des présages, magie des oracles. Elle connaît aussi, comme on le voit dans l'actuel play, la traversée des forêts et elle est capable aussi de se métamorphoser, comme certaines de ses consoeurs, en créatures ailées, hiboux, corbeaux, voire même en terribles striges, les striges que l'on retrouve dans le scénario des Mademoiselles, une sorcière chez les mages. Capable de maîtriser les runes, on comprend donc aussi que les sorcières peuvent tenir la dragée haute face aux mages d'Aria et même de Varna. Malheureusement, Xa finira par être tuée et c'est sous la coupe de l'ennemi que nos héros la retrouvent ici. Mais comme la plupart de ses consoeurs, on comprend que Xa évite le conflit au maximum. D'ailleurs, on peut se poser la question sur la véracité de l'histoire de Garnier. En tout cas, il a certainement raconté l'histoire de son point de vue. Dans le JDR papier, on apprend même qu'il a une fille, Amélina,
étrangement très attirés par le Coest et par les sorcières. JDC, JDR. Symbole de la dualité et de l'opposition entre la nature et la civilisation, le contrôle et le chaos, le yin et le yang, les sorcières d'Aria sont aussi fascinantes, impitoyables que complexes. Il est possible de composer avec elles pour peu qu'on les écoute, mais on peut aussi subir, à tort ou à raison, leur courroux. Dans le scénario Jour de peste, on peut d'ailleurs incarner une sorcière sauvée par une chevalière. On verra à la fin de ce scénario que finalement l'araignée et les magiciennes de la mort ne sont pas si éloignées de la miséricorde d'Ina. Quel parti souhaiterez-vous prendre, défendre ou pas du tout? C'est le choix absolu que Aria laisse aux viewers et aux joueuses de cet univers. Elles sont vraiment trop classe. Merci Maître Likao pour ces explications. J'en savais pas autant. J'ai pas lu les petits interludes dans le JDR papier. Et donc on va passer maintenant aux stats d'Anna June. Je fais un apaiser les cœurs. Vas-y. Apaise les cœurs de Gérassi. 92. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est des stats d'Atlan. Alors j'avais jamais réellement réalisé, jamais conscientisé, et je suis peut-être la seule d'ailleurs, à quel point, au-delà du fameux 92, De Rive était un énorme poissard au niveau des jets de dés. C'est impressionnant. Si tu regardes les 2 premiers épisodes, ils ont tous plus de succès que d'échecs, et parfois beaucoup plus de succès que d'échecs. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que la majorité de leurs compétences sont au-dessus de 50, et puis tu as De Rive, qui en est, pour cet épisode, il a que 33% de réussite à ses jets, et un peu plus pour l'épisode 1, mais ce sont vraiment des super mauvaises stats. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ça se ressent pas trop, je trouve. Et c'est là qu'on voit que Derive est un excellent joueur, parce que malgré ses jets des pourris, je me suis jamais dit que c'était le boulet de la bande. Au contraire, c'est souvent grâce à lui qu'ils arrivent à se sortir de certaines situations de merde. Donc je voulais saluer Atlan, qui est malheureux au dé, mais heureux en entourloupe. Sinon... Mais ça va se ressentir sur le fait que, au bout d'un moment, ils vont plus lui faire confiance, ils vont plus vouloir lui laisser jeter de dés. Mais d'ailleurs, à la fin, là, quand il fait un bon jet, ils sont là, waouh, Atlan réussit. Sinon, il y a eu 37 jets de dés connus pendant cet épisode, donc c'est parti pour les fun facts sur le 37. 37, c'est la température moyenne du corps humain en degrés Celsius. C'est le nombre d'emplacements sur une roulette de casino. Et c'est aussi le nombre de pièces connues de William Shakespeare. Plutôt cool. Alors, le MVP, c'est de nouveau l'âme, Niklas, avec 12 jets et plus de 70% de réussite. Oui, parce que je peux dire 70 maintenant. Les tweetos ont dit que j'avais le droit de parler en belge. Bon, il y a eu 2 puristes et je les salue et je suis désolée si je fais saigner vos oreilles. Mais voilà, donc à partir de maintenant, je dirais des beaux 70 et des beaux 90. Alors, on souligne aussi la performance de Daz dans cet épisode, qui a quand même réussi à nous faire le meilleur et le pire jet de la soirée, avec, tenez-vous bien, un 0-1 et un 99. Le premier 0-1 de la campagne, comme tu le disais, Erkep, et ce, sur un jet de perception, bien évidemment. La légende du perceptionneur est en marche. Et puis bon, les loots de Clodomir pendant cet épisode sont pas piqués des hannetons, si vous me permettez cette expression hyper moderne, avec le mythique œuf de vouivre et le codex Runica. T'en avais un petit peu parlé, ils vont bien le lire et bien l'utiliser. Évidemment. Vous serez aussi heureux d'apprendre qu'il y a eu que 8% des jets de la soirée furent le nombre 34, qui a offert 3 réussites au PJ pendant l'épisode. Pour revenir au petit quiz que je vous avais fait la dernière fois sur les objets lootés par Ketra, ici sur 17 objets lootés, Ketra en a conservé pour elle 5. Donc on a une petite remontada de la gladiatrice. Alors bon, vous allez me dire 5 sur 17, c'est pas encore scandaleux. Sauf que pendant que les autres prenaient des vieilles tuniques et des plaques d'araignée, Ketra, elle se retrouve à la fin de l'épisode avec une lance en ivoire, 2 massues, un arc avec des flèches et le poignard expéditif.
Donc bon, le sac à dos de Lydia est mieux que le coffre de fin de donjon d'un MMORPG. Donc elle est bien partie pour être à la hauteur de sa réputation. Ils auront perdu un total de 4 PV, dont un définitif pour Nicklas. Ils auront trinqué 3 fois, utilisé 2 potions et 2 sorts de magie d'Aria. Et vous l'avez souligné plusieurs reprises, c'est super marrant de constater à quel point Nicklas et Clodomir utilisent leur capacité avec intelligence pendant ce début de campagne. Parce que moi, quand je pense à eux, je pense à Chaos. Je pense à Nicklas qui jette des hallucinatrunkles pour se sortir de toutes les situations et faire des gros doigts au scénar. Je pense à Clodomir qui va devenir de plus en plus avare avec sa magie et ne l'utiliser que pour sauvegarder son précieux ego. Alors, au niveau des compteurs que j'avais instaurés dans l'épisode précédent, nombreux d'entre vous m'ont fait remarquer que le compteur de mensonges allait être une cause perdue d'avance. Et je dois bien avouer que je dois admettre défaite. Parce que lorsqu'on réalise qu'une phrase sur 2 est un mensonge, on est vite découragé. D'ailleurs, j'ai tout de suite compris quand Zulia leur dit « Et toutes les richesses que vous allez saisir sont bien pour la seigneurie du rideau, n'est-ce pas ?» Et qu'ils disent « Oui, oui !» J'ai compris que voilà, j'allais abandonner. Donc pas de compteur de mensonges. Il te faut les petits clics là pour compter. Ouais, mais c'est ça en fait. Pour compter les. Ouais, il y aura pas assez. Pour compter les manifestants. C'est tu ça, vois. mais je crois que. Tu pourras nous faire selon la police, selon les organisateurs. C'est ça. Alors par contre, j'abandonne pas le compteur de morts causé par la compagnie. Nous avons donc un total général de 11 personnes tuées, avec 9 nouveaux décès pendant cet épisode. Bon, j'entends déjà certains dire « Ouin, ouin, c'est pas parce qu'on jette quelqu'un dans le parcours qu'il est mort. » Mais bon, on fait ce podcast avec Céladon, donc on va pas spoiler s'il y en a qui s'en sortent ou pas. Donc pour l'instant, je les comptabilise. Ils ont quand même donc tué 11 personnes. Ça serait quand même étonnant que des gens puissent survivre au parcours, hein. Franchement. Comme tu dis, s'ils ont une armure... Ouais. C'est cool à pique. C'est mécanique, comme dirait Clodomir. Nous devons dire adieu. Donc adieu Shikitsune, qui voulut s'en prendre à Clodomir et le regretta. Adieu Tiyuyu, archer talentueux. Adieu Paquet-Science, les jumeaux. Adieu les hommes de main de Caldera. Et adieu Caldera, la chevelure de feu. Ok, et ben merci Anna June. Et du coup, on va passer à la dernière partie de l'émission. Donc la prédiction de Céladon. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutré. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non! Ok, ben c'est parti. Alors j'ai commencé, je voulais faire une prédiction sur le long terme. Et alors je sais du coup qu'elle est pas valable. Mais enfin, je sais déjà que c'est pas une bonne prédiction et que c'est un échec. Mais et c'était un peu naïf de ma part, mais je vais me justifier juste après. Parce que j'ai conscience, enfin bon, bref. Donc je pensais que, je me suis dit peut-être ils vont pas recroiser que ça, parce qu'elle est libérée de son maléfice, enfin du coup si elle a pas menti, mais enfin elle était censée être libérée de son maléfice, et que du fait, comme Onyx Fen, enfin alors pour nous Onyx Fen, mais bonne aventure, bonne fortune. Pourra... Ah oui, bonne fortune. Oh, je suis trop. Non, c'est pas grave, c'est drôle parce qu'ils le font tout le temps. Ils disent même bonne maman. Ah ouais. Oh, trop ridicule, je me sens trop bête. Ah bah non, t'es complètement dans le lore de Gore là. Au contraire. Donc je pensais que comme bonne fortune, du coup, elle était plutôt, bon, je vais apprendre avec des guillemets, attention, plutôt bienveillante. Une personnalité qui a fait un mauvais choix à un moment dans sa vie et qui s'est retrouvée du coup prisonnière d'un destin qui lui convenait pas trop, et enfin du fait que elle et enfin que ça et Bonne Fortune sont de braves gens enrôlés de force, mais qui n'aspirent finalement qu'à une tranquillité, toujours entre guillemets. Et en fait, du fait, je me suis dit, bah, si elle est libérée, peut-être ils la recroiseront plus. Et c'était naïf parce que je sais que c'est un personnage qui est vraiment plutôt important finalement. Enfin, elle fait des trucs
Enfin, elle fait des apparitions qui permettent de faire avancer l'histoire, donc c'était un peu bête de penser ça. Mais en réalité, enfin, je veux dire, avec le regard de... C'est la première fois que je vois Game of Thrones, même si j'ai joué avec la table virtuelle. Au final, ça sème le doute, le fait que le dieu ennemi demande à Niklas de la tuer. Et justement, qu'il se batte contre elle, alors qu'elle veut récupérer un objet qui est censé la libérer d'un maléfice. Donc, voilà. Donc, je sais que c'est une mauvaise prédiction, mais j'avais des raisons d'imaginer que ça puisse arriver, d'autant plus que j'ai l'impression que Arya évolue vraiment avec les actions qu'on décide de faire, que c'est vraiment un jeu de rôle qui est très vivant, dans le sens où, comment dire, quand on fait des choix, il y a toujours une possibilité que ça change. Bah, typiquement avec ce qu'Anna disait, Anna June, pardon. Le fait que si un personnage meurt mais qu'on le voit pas vraiment mourir, en fait, il peut réapparaître plus tard. Et que du fait, nos actions, elles changent la donne et même elles changent les réactions qu'ils vont avoir en nous rencontrant à nouveau. Et que du fait, c'était possible que de peut-être pas recroiser que ça. Oui, bah oui. C'est la philosophie d'Arya. Hein. Et donc la vraie prédiction est la suivante. Dans le prochain épisode, vu que le groupe aperçoit quelque chose, mais qu'on ne sait pas ce que c'est, je vais faire plusieurs propositions. Donc ça pourrait être la créature de cendre qui est venue renifler le groupe dans son sommeil alors qu'ils étaient avec Garnier. Et je me disais que ça pouvait être un objet ou un indice à propos de Mousse. D'ailleurs, j'ai écrit Moussa, je suis trop nulle. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Ah ouais, oh là là, je suis trop zut les prénoms. Je suis vraiment désolée. Donc un objet qui aurait appartenu à Moussa et qu'il aurait pu perdre dans sa fuite, ou alors que ça a un rapport avec le secret que l'un des PJ a dans sa quête principale, à savoir, je crois, trouver des objets comme l'orbe, le sceptre. Et du coup, je pense qu'ils vont retomber sur Moussa bientôt, et que Moussa, alors qu'on le retrouve mort ou vif, mais je crois qu'on le retrouvera plutôt vivant, leur donnera des informations sur la quête principale. Voilà. Désolée pour les prénoms. Ah non, c'est dans l'ADN de Gore. Okay, donc, bien, c'est donc la fin de ce 10e épisode de Oh là mon brave. Encore merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Du coup, Anna June, des nouveautés depuis la dernière fois? Quelque chose à promouvoir? Une recommandation? N'importe quoi? Dis-moi. Écoute, rien de bien nouveau, mais si y a des gens dans la région du Brabant Wallon en Belgique qui ont envie de jouer du Arya, je MJote sur Nivelles régulièrement. Donc si vous avez envie de jouer une partie avec moi, vous pouvez vous glisser dans mes DM. Voilà. Maître Likao, un petit mot de la fin? Une petite recommandation, même s'il y a un hiatus sur la saison 6-7 de Game of Thrones, il y a plein d'OPSP avec la fine équipe, et allez regarder ça, c'est très très cool, c'est très très chouette, notamment l'escape game Totem avec Lydia et Ted, écrit par Fibre Tigre. C'est une masterclass, c'est très très chouette à regarder. Ok, merci. Et toi, Céladon, quelque chose à nous conseiller? Non, alors toujours la table virtuelle qui font des super parties, des super campagnes, et pas que sur Arya, on fait aussi beaucoup d'autres choses comme Mutant Year Zero. Là, plus récemment, on a commencé du Alien, qui est d'ailleurs priceless. C'est clair. C'est vrai que j'en avais pas parlé, il est pas sorti encore. Non, mais il sera sorti quand cet épisode sortira. Oui, il faut savoir, faut réfléchir dans le futur et tout. Merci, Céladon, pour le coup de pub. C'est la meilleure reco. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir. N'hésitez pas à commenter, partager, à nous mettre les fameuses 5 étoiles. Et on se retrouve peut-être dans 2 semaines, peut-être le mois prochain, on ne sait pas, pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bisous.